Salut à tous et bienvenue dans cet épisode du Moyen-Âge dans tes oreilles, le podcast qui vous fait revivre cette période fascinante de notre histoire. Guerre, épidémie, meurtre et trahison, mais aussi art, avancées scientifiques, foi et philosophie, laissez-moi vous raconter le Moyen-Âge comme si vous y étiez vraiment. Aujourd'hui, chers auditeurs, on part à la rencontre d'une grande dame. Son nom, Marguerite d'Autriche, ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est pourtant une vie exceptionnelle que je vous invite à découvrir avec moi. Sa force de caractère, son intelligence et sa sensibilité en ont fait un personnage central dans l'effervescence du début du XVIe siècle. Alors que François Ier dominait la France et que Charles Quint régnait sur la moitié du monde connu, Marguerite a su dicter sa loi et donner corps aux rêves de Christine de Pisan dans la Cité des Dames. Il n'est aucune tâche trop lourde pour une femme intelligente. Et croyez-moi, des tâches lourdes, on peut dire qu'elle en a vécu. Allez, suivez-moi, et à travers les yeux de Marguerite, c'est tout le faste et toute la cruauté de la Renaissance que nous allons découvrir ensemble. « 1477. En ce petit matin de janvier, un vent glacial balaye la plaine lorraine recouverte d'un épais tapis de neige. Non loin des remparts de Nancy, le petit étang de Saint-Jean est complètement gelé, et sa surface lisse comme le verre reflète toute l'immensité du morne ciel d'hiver. Hormis le mugissement des bourrasques, un silence de mort règne sur la plaine. Difficile d'imaginer que quelques heures auparavant, deux armées se sont violemment affrontées à quelques kilomètres de là seulement et que le sort de millions d'Européens s'y est joué. Au bord de l'étang, rien ne bouge. Ah si, là-bas, au pied d'un arbre, un petit groupe de corbeaux se déchaîne sur un cadavre à moitié enneigé. Ce sont les restes d'un homme dans la force de l'âge. Son corps puissant et strié d'un liseré de cicatrices indique une vie de militaire, mais son visage est méconnaissable. Un puissant coup de hallebarde l'a fendu en deux du front jusqu'à la mâchoire, et deux orbites vidées par les corbeaux encadrent la plaie béante. Une partie des joues a déjà été dévorée par les loups, et les charognards se succèdent sur le cadavre pour en arracher les dernières traces d'humanité. Les prédateurs à fourrure et à plumes ne sont d'ailleurs pas les seuls à s'être servis. Le cadavre a été entièrement dévêtu et pas même une bague ne reste au doigt mortellement crispé. C'est ainsi que le page du duc de Bourgogne découvre, au matin du 6 janvier 1477, ce qu'il reste de son puissant maître. La bataille de Nancy a scellé le destin de Charles le Téméraire. Celui qui fut l'un des plus puissants princes d'Occident a trouvé, au milieu des centaines de fuyards de sa propre armée, une mort anonyme. Le duc est mort et toute l'Europe retient son souffle. Que va devenir l'immense État bourguignon, cet ensemble de territoires qui s'étire du delta du Rhin aux rives du lac Léman? Durant plus d'un siècle, les ducs de la dynastie des Valois-Bourgogne ont travaillé sans relâche à accroître et défendre ce patchwork de principautés hétéroclites, dont certaines parmi les plus riches d'Europe, dans l'espoir de pouvoir créer un jour un véritable État capable de rivaliser avec la puissance impériale et la richesse française. Mais le projet a vécu. Aux yeux des observateurs de toutes les cours européennes, ce coup de hallebarde anonyme a tranché dans le rêve autant que dans l'homme. Alors que les corbeaux s'amassent sur le cadavre ducal dans la neige de Nancy, des charognards bien plus ambitieux se préparent à saisir l'occasion de la vente à la découpe qui s'annonce pour le fabuleux héritage.
Le sort de ces territoires va reposer sur les épaules d'une toute jeune fille, ballottée entre les intérêts contraires de ses puissants protecteurs. La vie de Marguerite d'Autriche, unique héritière du vénérable État bourguignon, va se jouer dans une Europe en plein bouleversement. Avec la découverte du Nouveau Monde, l'écroulement des restes de l'Empire byzantin face au rouleau compresseur ottoman et la violente confrontation pour s'emparer de la précieuse Italie, l'affrontement entre les États qui composent le vieux continent va atteindre une intensité jamais connue jusqu'alors. Il ne sera pas facile pour l'héritière de survivre et de s'affirmer face à ces lions affamés et armés jusqu'aux dents que sont les rois de France, de Castille et d'Aragon et le puissant empereur du Saint-Empire romain germanique. Mais pour l'heure, alors que les nuages s'amoncellent au-dessus de l'État bourguignon en péril, la petite Marguerite n'est même pas encore née que sa vie se décide déjà sans elle. En janvier 1477, avec la mort de Charles le Téméraire, une héritière unique reçoit l'ensemble des possessions bourguignonnes. Il s'agit de Marie de Bourgogne, la fille unique de Feu le Duc. Elle n'a alors que 19 ans, mais peut heureusement compter sur la force de caractère de sa belle-mère, Marguerite d'York. Oui, en fait c'est sa belle-mère parce que Marie est née du deuxième mariage de son papa, tandis que Marguerite d'York est la troisième épouse de Charles le Téméraire. Pour la pauvre Marie, on peut dire que l'héritage n'est pas un cadeau. Pour commencer, les guerres incessantes de son père ont quasiment ruiné les territoires qui composent l'État bourguignon. Et pourtant, on parle de villes et de campagnes particulièrement riches. Mais papa Charles a clairement abusé. Logiquement, qui dit ponction financière intense, dit révolte à gogo. Et effectivement, les grandes villes de Flandre notamment profitent du passage de relais pour reprendre leur agitation endémique. La fragile construction craque de partout, et comme si ça ne suffisait pas, voilà que le roi de France s'y met également. Dès février 1477, les troupes de Louis XI envahissent les anciens territoires bourguignons qui se trouvent dans l'orbite française. La Bourgogne, la Franche-Comté, la Picardie et l'Artois sont envahis et intègrent temporairement les territoires de la couronne de France. Bref, ça commence déjà à sentir le sapin. La pression est énorme sur les épaules de la pauvre Marie, car pour ajouter à son malheur, elle n'est pas encore mariée. Tels des vautours, les grands souverains du continent s'écharpent pour mettre la main sur la riche héritière et donc sur ses terres. On parle de pas moins de 8 duchés, 16 comtés et d'un grand nombre de seigneuries de toute taille. Melchior, prince de Palmyrène, de Dévly, de Baïva la radieuse, et de nombreuses petites provinces dont l'énumération serait inutile et fastidieuse. L'Éternel nous guide. Son pouvoir est sans rival. Oula, Gaspard a raison, on va se faire un petit point de contexte géographique, sinon on va vite être perdu. Ne vous inquiétez pas, ce sera succinct, vous me connaissez. Bon, alors en gros, toute cette histoire trouve sa source en 1363, lorsque le roi de France, Jean le Bon, concède à son fils Philippe un juteux territoire, le duché de Bourgogne. On appelle ça un apanage. Pour éviter que les frères cadets du futur roi ne soient lésés, on leur file un territoire de compensation, si vous voulez, dont ils pourront jouir durant leur existence. Ou moins que ça, si jamais le roi se sent un peu d'humeur taquine. Sauf que Philippe, c'est pas la moitié d'un idiot. Déjà, il a fait un super mariage avec l'héritière des Flandres, qui lui apporte plein de territoires intéressants dans sa dot. Ensuite, Philippe a du bol. À la mort de son frère Charles V en 1380, le nouveau roi Charles VI est mineur et à peine devient-il majeur qu'il sombre dans la folie. Vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas toujours toute ma tête.
Autant dire que c'est du pain béni pour Philippe, qui va tout doucement commencer à construire son projet d'État bourguignon dans son coin. En 1404, à sa mort, son fils Jean sans Peur, que vous connaissez bien si vous avez écouté l'épisode sur l'assassinat de Louis d'Orléans, Jean sans Peur, donc, poursuit le projet et son fils Philippe le Bon également, à partir de 1419. Charles le Téméraire, lui, devient duc en 1467 et il est dans la même lignée niveau visée expansionniste. Jusqu'à ce malheureux coup de hallebarde, donc. Et comment tu vas faire pour te relever maintenant? Voilà, donc ça, c'est pour l'histoire dynastique. Peu à peu, les ducs de Bourgogne se sont émancipés de leur suzerain pour mener une politique autonome et accroître peu à peu leur pouvoir, au point de rivaliser avec le royaume de France en termes de puissance économique. Et oui, parce que c'est grand, l'État bourguignon. Je vais pas vous faire la liste des principautés qui la composent, parce que c'est pas vraiment intéressant, mais en gros, on va retenir qu'il est constitué de deux grands ensembles. D'un côté, on a les anciennes possessions qui font partie du royaume de France, le duché de Bourgogne, l'équivalent actuel de la Franche-Comté et plusieurs petites seigneuries bourguignonnes. C'est le cœur historique du pouvoir bourguignon. Logique. Mais peu à peu, la richesse des nouvelles possessions dans le nord va éclipser cet ancien territoire. La deuxième partie, donc, c'est ce qu'on appelle en général les pays de par-deçà, qui font théoriquement partie de l'Empire et qui s'étendent sur le territoire actuel du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas. Là, on parle notamment des Flandres, du Brabant, du Limbourg, de la Gueldre, du Hainaut, de la Hollande, bref, un beau patchwork. Deux territoires du royaume de France s'y ajoutent également, qui sont la Picardie et l'Artois. Alors, tout ça aujourd'hui, ça fait pas vraiment rêver, mais ce qu'il faut retenir, c'est que tous ces territoires, et notamment les pays de par-deçà, à l'époque, sont vraiment blindés de thunes. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Oui, bon bah ça va, on a compris. Les Flandres notamment sont richissimes grâce à leurs grosses villes industrielles comme Gand, Anvers, Liège, Bruges, Bruxelles, etc. Leur richesse tient à la fois à la fertilité de leur agriculture, qui est à la pointe des meilleures techniques pour augmenter les rendements, et à l'intense développement industriel dans le domaine de la draperie et de la métallurgie, mais également à leur position de plaque tournante du commerce maritime. Tout ça c'est super, mais l'État bourguignon souffre d'une énorme faille, enfin plutôt deux. La première, c'est que tous ces territoires ont des suzerains, que ce soit le roi de France ou l'empereur de l'autre côté de la frontière. Théoriquement, les ducs de Bourgogne doivent donc rendre hommage à plus puissants qu'eux et ne sont pas réellement autonomes. Deuxième problème de taille, une mosaïque de territoires ne fait pas un État. Et les ducs n'ont donc pas un pouvoir absolu sur leurs possessions. Ils sont perpétuellement obligés de composer avec les susceptibilités de chacun, et notamment des grandes villes du Nord. Voilà pour le contexte. Bon, retour à la pauvre Marie de Bourgogne. Maintenant, vous comprenez un peu mieux le merdier dans lequel elle se trouve. Les possessions bourguignonnes craquent de partout sous le coup de forces centrifuges avec les territoires qui en profitent pour demander plus d'indépendance, mais également sous le coup de forces extérieures, ne m'obligez pas à dire centripètes, qui veulent réintégrer l'État bourguignon dans leur giron. Le mariage de Marie est donc un enjeu colossal. Celui qui mettra la bague au doigt de l'héritière pourra mettre la main du même coup sur ces territoires d'une fabuleuse richesse. En août 1477, c'est Maximilien de Habsbourg qui remporte le gros lot. Il est alors héritier de l'archiduc d'Autriche. Et ne me demandez pas pourquoi il est pas plutôt hyperduc ou superduc, franchement, moi j'en sais rien. Et pour vous remercier, Non, non, votre majesté, je vous en je prie. vous fais chevalier. Grand maître des cérémonies et grand-duc de... oui. À propos, vous voulez être grand-duc de quoi? Elle a disparu. Grand-duc de la disparue. C'est bizarre comme titre, mais enfin, si ça vous amuse. Toujours est-il qu'il épouse donc Marie de Bourgogne, laquelle donne naissance à deux enfants. Philippe en 1478, qui sera donc l'héritier, et Marguerite en 1480, nommée en hommage à sa belle-grand-mère, Marguerite d'York. Le mariage était, paraît-il, plutôt heureux, et on imagine le soulagement de Marie de Bourgogne à l'idée que son héritage soit protégé par son nouveau mari.
Mais le bonheur ne dure pas. En mars 1482, l'héritière meurt des suites d'une chute de cheval en pleine partie de chasse. Oui, parce que c'était plutôt le genre sportif. Ainsi s'achève, à seulement 25 ans, la vie pas vraiment vernie de la fille du téméraire. Donc je voulais voir s'il allait m'arriver quelque chose de sympa. Oh là, c'est pas prévu ça. C'est donc Maximilien, l'archiduc d'Autriche devenu veuf, qui devient régent de tout ce bazar. Un homme étonnant, ce Max. Son caractère est difficile à cerner et il change souvent d'avis. Ce n'est pas vraiment un prince puissant, en tout cas pas au début de sa vie. L'Autriche du XVe siècle, c'est quand même pas le Pérou, et il n'est pas de taille à rivaliser militairement avec les poids lourds du continent. En revanche, il est déjà farouchement anti-français, et il se constitue peu à peu un tentaculaire réseau diplomatique, finalement plus utile qu'une grosse artillerie dans la plupart des cas. C'est également une espèce d'aventurier, un gars fasciné par l'idée de croisade et qui rêve de mettre la pâtée aux Ottomans qui s'étendent un peu trop vite dans les Balkans à son goût. Bref, en 1477, c'est pas vraiment une pointure. Cependant, le destin va lui sourire rapidement. Déjà, la mort de son épouse en 1482 fait de lui le régent officiel des anciens territoires bourguignons. Paf! D'un coup, le voilà à la tête d'un territoire 5 fois plus grand et 10 fois plus riche que son Autriche natale. Et puis surtout, Maximilien a une qualité dont on n'a pas encore parlé, son papa est empereur. Et oui. Bon, c'est pas si simple parce que le trône impérial c'est une fonction élective, donc on n'est pas assuré de se succéder de père en fils, mais ça aide quand même plutôt bien dans la vie. En 1486, Maximilien est sacré roi des Romains, c'est-à-dire héritier officiel de l'empereur. Alors je ne vous spoile pas la suite, ce serait trop dommage, mais la fortune a encore quelques petits cadeaux pour lui par la suite. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Mais assez parlé de Max, retour à notre petite Marguerite. À la mort de sa mère, elle n'a que 2 ans. Et déjà, son père s'affaire pour lui trouver un mari. C'était quelque chose en fait de plutôt commun à l'époque. Bien entendu, les enfants n'étaient pas véritablement mariés, mais un contrat stipulait les échanges financiers et territoriaux qui seraient réalisés en même temps que le mariage lorsque l'âge requis serait arrivé. Évidemment, pour la petite Marguerite, c'est d'autant plus important puisque la mort de sa mère a remis en jeu le colossal héritage territorial. Max décide de faire les choses bien et de profiter du mariage pour faire la paix avec la France. Une bonne idée. Et oui, ça fait depuis 1477 que ça ferraille dure autour de la frontière. C'est ce qu'on appelle les guerres de succession de Bourgogne. La situation est très claire. Le roi de France, Louis XI, entend bien récupérer la partie française de l'héritage, mais également, pourquoi pas, quelques petites possessions impériales. Max, lui, veut conserver autant de territoire que possible. Donc on se bagarre gentiment et la situation finit par se stabiliser aux alentours de 1480. Louis XI a repris le duché de Bourgogne et la Picardie, mais il n'a pas réussi à aller plus loin. À la mort de Marie de Bourgogne en 1482, le bonhomme est quand même sur le déclin puisqu'il a déjà 59 ans, mais il a encore toutes ses dents et il se prépare à remettre le couvert. Et c'est là qu'intervient notre mariage. Marguerite a donc 2 ans et son futur époux, le dauphin Charles, en a 12. À Noël 1482, Max et Louis XI négocient le traité d'Arras qui va sceller cette union. Il est prévu que Marguerite aille vivre à la cour de France et emporte avec elle une dot constituée de l'actuelle Franche-Comté et de l'Artois. En échange de ses concessions territoriales, la France abandonne ses prétentions sur le reste de l'héritage. Ce qui du reste ne lui coûte pas très cher puisque de toute façon, elle les avait pas. Chacun chez soi et les hippopotames seront bien gardés! Allez, c'est bon, on se tape dans la main et c'est signé. Marguerite, qui n'est encore qu'une très jeune enfant, part sur les chemins pour gagner sa demeure pour les 10 prochaines années, le royaume de France.
Pour Marguerite, c'est une nouvelle vie qui commence. Évidemment, il est difficile de vraiment connaître et comprendre les sentiments des médiévaux. Est-ce que le déracinement a constitué un traumatisme infantile pour Marguerite ? À seulement 2 ans, elle vit désormais dans un milieu qui lui est totalement étranger. La seule personne qui a franchi la frontière avec elle jusqu'en France est sa nourrice flamande. Bon, ça c'est pas tout à fait vrai puisque la fillette a quand même insisté pour partir avec son perroquet vert, un animal cher à son cœur qui lui avait été offert par sa mère. Bon, c'est mieux que rien, apparemment elle adorait son oiseau, mais c'est quand même pas aussi câlin qu'un gros chat. Heureusement, elle est francophone, ce qui lui permet de ne pas être complètement dépaysée. Sa présence à la cour de France est bien entendu hautement stratégique, et on imagine la pression qui pèse sur ses jeunes épaules. Son mariage est la clé d'une paix durable, et son enfance n'est finalement qu'une parenthèse avant qu'elle soit assez mûre pour remplir son rôle diplomatique. Mais d'un autre côté, il est probable que Marguerite ne conserve pas grand souvenir des Flandres où elle a passé les 2 premières années de sa vie. Le cadre de l'éducation des enfants princiers en cette fin de Moyen-Âge n'est de toute façon pas le foyer aimant et aux petits soins pour sa progéniture qu'on peut connaître aujourd'hui. Marguerite a sans doute passé de toute façon plus de temps avec sa nourrice qu'avec ses propres parents. Vous avez une nurse anglaise? Par ailleurs, son statut de future reine lui permet de jouir, durant les 10 années qu'elle passe à la cour de France, d'une vie quand même très confortable. Elle dispose de sa propre suite, menée par une certaine Madame de Ségré, sa gouvernante. On lui dispense également une éducation de grande qualité. Elle apprend auprès des meilleurs maîtres à lire le latin, à écrire de la poésie et à jouer de plusieurs instruments de musique. Il faut dire que Marguerite est plutôt une gamine précoce. Là au moins, ce ne sont pas ses parents qui le disent, mais toutes les sources concordent. Oui, je voulais savoir si vous aviez des activités un peu poussées, parce que Redis est assez précoce. Elle se révèle rapidement être une enfant brillante, à la fois très intelligente, mais également dotée d'une grande sensibilité et d'un fort caractère. Et oui, Marguerite n'est pas seulement un rat de bibliothèque, même si elle adore lire. La cour de France, c'est avant tout une pouponnière de tête couronnée de l'Europe entière. D'autres enfants sont, comme elle, élevés à la cour pour un futur mariage et deviennent peu à peu ses amis. Elle y rencontre notamment Louise de Savoie, qui est la mère du futur François Ier, enfin plutôt la future mère de François Ier, un certain Philibert de Savoie, qui deviendra plus tard son... Non, ça suffit, assez de spoilers, on continue. La chance de Marguerite, c'est que ses talents à peine révélés sont déjà remarqués par une femme de pouvoir. Anne de Beaujeu, la sœur aînée du futur époux de Marguerite, qui assure la régence pendant la minorité de son frère. Oui, alors juste pour être clair, sinon on va s'emmêler les pinceaux. Anne de Beaujeu et le dauphin Charles sont donc tous les deux des enfants de Louis XI, et le dauphin devient à la mort de son père, le roi Charles VIII. Mais si, vous savez, celui des guerres d'Italie. Et celui qui est mort de s'être cogné la tête sur un linteau de porte, aussi, oui. Voilà, donc Anne de Beaujeu assure la régence du royaume, et c'est également la tutrice de Marguerite. Et Anne, on peut dire que c'était une sacrée femme. Louis XI, qui était plutôt avare de compliments, disait d'elle que c'était, je cite, « la moins folle des filles de France, car de sages, il n'y en a point ». Voilà, on s'en contentera. C'est une régente d'une intelligence redoutable, passée maîtresse dans l'art de la diplomatie, mais qui n'hésite pas à utiliser la force lorsque le besoin s'en fait sentir. Notamment pour punir les grands nobles qui se mettent en tête de faire du bazar pour contester sa régence. On appelle cet épisode la guerre folle, peut-être folle parce qu'il fallait quand même être un peu timbré pour s'opposer à Anne de Beaujeu. Bref, c'est un sacré modèle pour Marguerite qui en apprend 2 leçons cruciales. La première, c'est que les femmes sont légitimes à gouverner et qu'elles peuvent le faire au moins aussi bien que les hommes. Et la seconde, c'est que le bon gouvernement ne s'embarrasse pas de morale. Tous les moyens sont bons tant qu'ils permettent de se rapprocher de son objectif. Et justement, Anne de Beaujeu se prépare à inculquer cette leçon dans la douleur à la jeune Marguerite, en lui donnant un exemple éclatant de son réalisme politique. Tutrice et modèle, d'accord, mais point de sentimentalisme excessif. La jeune promise n'est finalement qu'un pion dans le beau jeu de la régente Anne. Échec et mat! En 1488, ça fait donc 5 ans que Marguerite profite de la vie royale dans le Val-de-Loire.
Mais un événement se produit cette année-là qui va tout remettre en cause. Il s'agit de la mort du duc de Bretagne, François II. Sa seule héritière est une fille de 11 ans, la fameuse Anne de Bretagne. Pourquoi fameuse ? Eh bien parce qu'elle va devenir reine de France 2 fois, rien que ça. Et oui, car dès que la succession s'ouvre, la Bretagne devient une véritable obsession pour la couronne de France. Le duché a toujours mené une politique indépendante et joue depuis 2 siècles le rôle d'épine dans le pied du roi de France. L'occasion est donc trop belle de s'en saisir et de supprimer une menace latente sur le flanc ouest. Évidemment, c'est pas ce bon à rien de Charles VIII qui s'en occupe, mais sa redoutable sœur, Anne de Beaujeu. Et Anne, elle sait que le temps est compté, car un autre prétendant toque à la porte. Notre bon Max, on l'avait oublié celui-là, qui est veuf depuis 6 ans et qui n'aurait rien contre le fait de prendre la France en tenaille. Comme d'habitude avec Anne, on utilise la panoplie totale. Cajolerie, promesses et opérations militaires, et voilà l'héritière de Bretagne mariée à Charles VIII en 1491. Et Marguerite dans tout ça ? Oh bah vous savez bien, quand on joue aux échecs, on va pas s'embarrasser d'un pion si on peut l'utiliser pour prendre une pièce plus importante quand même. La voilà tout bonnement répudiée. Elle a seulement 11 ans et déjà son mec est parti avec une autre. C'est quand même un coup dur. Enfin, les adieux sont quand même apparemment déchirants. Charles s'entendait très bien avec Marguerite et il regrette de devoir changer d'épouse car apparemment il préférait la conversation de la flamande plutôt que celle de la bretonne. Mais Anne de Beaujeu lui enjoint d'arrêter avec ce sentimentalisme et sépare promptement les 2 ex-fiancés. Cela étant, c'est un apprentissage important pour sa future vie politique. Elle s'est fait Anne de Beaujeu et plutôt en beauté. Mais pour l'heure, c'est l'humiliation qui prévaut. La fourberie des Français ne passe pas du tout, ni auprès de Max, ni auprès de Marguerite, qui en gardera une francophobie féroce. En attendant, son départ est différé le temps de régler les comptes et de négocier la rupture du contrat de mariage. Finalement, en 1493, elle reprend la route des Flandres en emportant dans ses bagages les territoires qu'elle devait amener dans sa dot, l'Artois et la Franche-Comté. Pour Marguerite, c'est un retour à la case départ, la tête haute, mais le moral dans les chaussettes. Évidemment, il n'est pas question pour Max de laisser la jeune Marguerite se prélasser à la cour de Bruxelles. Elle est quand même en âge d'être mariée. Et oui, à 13 ans, il faut prendre ses responsabilités. D'autant que la rupture du contrat est également une humiliation pour celui qui est devenu, entre-temps, le roi des Romains. Cette humiliation est même doublée d'un camouflet, puisqu'il s'est fait ravir l'héritière de Bretagne dans le même mouvement. Bref, ça fausse fort dur pour trouver un nouveau point de chute à Marguerite. Max finit par se décider à jouer la carte espagnole. Olé ! Olé ! Olé ! Depuis 1479, une grande partie de la péninsule ibérique est unifiée grâce au mariage de 2 souverains, en l'occurrence Isabelle la catholique, la reine de Castille, et Ferdinand II, le roi d'Aragon. Cette union, alliée au fait que les 2 souverains sont parvenus en 1492 à détruire le dernier royaume musulman qui restait dans la péninsule, fait de l'Espagne finalement une carte intéressante. C'est un État qui monte, promis visiblement un bel avenir. D'autant plus que l'expansion coloniale dans le Nouveau Monde est déjà lancée. En 1493, au moment où Max négocie le nouveau mariage de Marguerite, ce n'est encore qu'un balbutiement. L'union des 2 couronnes espagnoles a soutenu une petite start-up coloniale portée par un certain Christophe Colomb, et sa découverte, bien qu'intéressante quand même, n'est pas encore vue comme le point de bascule qu'on en fera bien plus tard.
Pour l'heure, l'Espagne possède une petite colonie sur l'actuelle île d'Haïti et il faudra attendre la 2e décennie du XVIe siècle pour que de féroces aventuriers se lancent à l'assaut du nouveau continent. Mais il n'empêche, Max a quand même eu le nez creux sur le coup. À court terme en tout cas, l'union envisagée a un avantage stratégique indéniable. Depuis 1494, c'est la guerre dans la péninsule italienne, car le roi de France cherche à récupérer le royaume de Naples qui est son héritage. Sauf que le royaume de Naples appartient à l'Aragon. Étant donné que les Français ne comptent pas s'arrêter là, ce sont également les possessions impériales dans le nord de l'Italie qui sont menacées. Bref, face aux méchants Français, l'alliance entre le roi des Romains et les souverains espagnols paraît naturelle et même vitale. En fait, ce sont 2 mariages qui sont organisés. Le premier donc entre Marguerite et Juan, l'héritier du royaume de Castille, et le deuxième entre Philippe le Beau, qui est le fils aîné de Max, et Juana, la sœur de Juan. Voilà, comme ça vous avez une petite idée d'où peut bien venir la consanguinité des futurs rejetons. Sans compter que comme ça, on évite la guerre de succession d'Espagne. Voilà, tout est donc arrangé. Il reste tout de même un petit hic. Les 2 Habsbourg habitent dans les Flandres et il est inenvisageable évidemment de passer par le territoire français. Comme Max n'a pas un rond pour financer la traversée maritime, ce sont les Espagnols qui s'y collent. Une flotte spectaculaire débarque aux Pays-Bas avec Juana à son bord. On célèbre le premier mariage et après les réjouissances d'usage, c'est au tour de Marguerite. À la toute fin de l'année 1496, alors même que la saison de navigation est normalement close à cause du mauvais temps hivernal, la jeune princesse embarque avec la flotte, direction le soleil d'Espagne. La traversée est un véritable calvaire pour notre équipe. La flotte essuie tempête sur tempête et doit même se réfugier en Angleterre de peur de disparaître corps et biens. Dans le golfe de Gascogne, une nouvelle tempête s'abat sur la flotte et sépare le navire portant la future mariée des autres. Malgré le danger mortel pour sa vie et celle de sa suite, Marguerite fait preuve d'un incroyable sang-froid. C'est la princesse de 16 ans qui distrait ses suivantes pour éviter de penser aux flots déchaînés en leur composant un petit poème qui raconte avec ironie comment elle risque de mourir vierge alors qu'elle a déjà été mariée 2 fois. Un vrai troubadour donc, mais malheureusement, ça ne suffit pas. Le navire de Marguerite se paume et nul ne sait où la jeune princesse s'est échouée. Dans le désespoir, les souverains espagnols font appel à l'expertise de Christophe Colomb qui était visiblement disponible entre 2 sessions de trucidage d'Indiens. Le marin estime que, vu les courants et la tempête, le navire est sans doute échoué à Santander, sur la côte cantabrique. On lance les recherches et, miracle, on trouve enfin la nef de la jeune mariée. En tout cas, pour Marguerite, ça valait le coup de se taper tout ce trajet. Et oui, car en arrivant chez les souverains catholiques, elle découvre enfin son futur époux, le fameux Juan. Et là, c'est le coup de foudre. Marguerite est sous le charme de la beauté espagnole du beau gosse, et apparemment, le sentiment est plus que réciproque. Nos 2 tourtereaux s'unissent en avril 1497, et c'est l'amour fou. Ils sont inséparables, et la cour murmure qu'il n'est pas raisonnable pour un jeune couple de s'isoler ainsi perpétuellement, loin des regards indiscrets. Pour Marguerite, les épreuves semblent enfin terminées. Elle nage dans le bonheur et le hasard des unions stratégiques lui a permis de réaliser un véritable mariage d'amour. Oubliez le déracinement pendant 10 longues années dans le Val-de-Loire, oubliez l'humiliation française. La vie est belle, sous le soleil de Castille.
Soudain, un éclair déchire le ciel bleu. En octobre 1497, après seulement quelques mois de vie commune, Juan décède. Maladif, jamais vraiment guéri d'une dysenterie qu'il avait contractée dans son enfance, Juan n'avait pas vraiment une santé solide, et les mauvaises langues de la cour accusent déjà Marguerite de l'avoir épuisé au lit. Les médisances ne font qu'accroître la douleur qui transperce le cœur de la jeune princesse. La douceur de son rêve n'aura duré que 6 mois avant que la cruelle réalité ne vienne brutalement la ramener à sa condition mortelle. Comme elle l'écrit plus tard dans ses poèmes, « Tu as éteint la fleur chevalereuse et as vaincu celui qui fut vainqueur, car tu n'épargnes prince, ni duc, ni roi. » Alors que Marguerite s'abîme dans la souffrance, les épreuves continuent pour elle. En Espagne, l'ambiance n'est plus au beau fixe. Il est temps pour la jeune veuve de tirer sa révérence. Enfin, pas tout de suite non plus. Il ne s'agirait pas de rentrer les mains vides aux Pays-Bas, Marguerite s'est quand même habituée à un certain train de vie. Mais surtout, à seulement 17 ans, la jeune princesse a déjà une idée très claire de sa valeur et de la vie qu'elle veut mener. Fini les expériences foireuses comme celle du mariage français, désormais elle entend bien tenir son rang et tirer parti de chacun des plans dans lesquels on l'embarque. Et puis, plus prosaïquement, il faut bien réunir un peu d'argent, parce qu'un voyage à l'autre bout de l'Europe, c'est pas donné. Personne n'aime dormir dans un Flixbus, ça c'est sûr, mais il n'empêche que c'est quand même pratique. Moi je me rends pas compte, j'ai toujours un hélico. C'est donc en 1500 seulement qu'elle pose à nouveau pied dans les Flandres. Si l'ambiance n'était pas fofolle dans le sud, c'est pas beaucoup mieux dans le nord. Avec la mort de Juan, c'est sa sœur, Juana, qui devient l'héritière conjointe des 2 couronnes. Or, le mariage n'est pas aussi heureux que celui de Marguerite. Juana adule son mari, Philippe le Beau, qui apparemment n'usurpait pas son nom. C'est le type même du grand chevalier beau gosse, et Juana n'est malheureusement pas la seule à profiter de ses atouts. Les infidélités de Philippe rongent sa femme, qui montre rapidement de premiers signes d'instabilité mentale. La pression ne fait que s'accroître sur la pauvre épouse, d'autant que le mariage de Marguerite n'est pas fécond. Si elle a bien conçu un héritier, l'enfant meurt à la naissance après un accouchement horrible qui a duré 12 jours. Bref, ça n'augure rien de beau pour la suite. Bon, malgré tout, il y a aussi des bonnes nouvelles. En 1500, justement, au moment où Marguerite retrouve ses terres natales, sa belle-sœur met au monde son premier garçon. Charles de Gand, comme on l'appelle, devient ainsi l'héritier de Philippe le Beau, et la dynastie est désormais assurée. La descendance. Et pour le petit Charles, la marraine est toute trouvée. Ça sera Marguerite, bien entendu. On ne sait pas si le couple choisit de lui confier cette responsabilité pour apaiser ses souffrances ou pour faire bénéficier l'héritier de toute son intelligence, mais Marguerite est comblée. Du reste, même si elle ne le sait pas encore, le gamin qu'elle tient dans ses bras sera promis à une formidable destinée. Héritier grâce au coup de la fortune des anciennes possessions bourguignonnes et espagnoles, il deviendra en 1519 l'empereur d'un territoire gigantesque s'étendant de la mer du Nord jusqu'à la Méditerranée. Et son trône sera assis sur les richesses colossales drainées depuis le Nouveau Monde par ses conquistadors. Un jour, il sera le cauchemar de François Ier et comblera enfin le désir de vengeance que Marguerite nourrit envers la couronne française depuis l'humiliation qu'elle a subie. Mais pour l'heure, la vengeance attendra. Le futur empereur ne peut même pas aller tout seul sur le pot. Et pendant que Marguerite veille sur le petit-fils, voici que le grand-père revient dans la partie. Et oui, Max est toujours là, et le voilà à nouveau à la recherche d'un mari pour sa fille. Et bien entendu, comme les 2 fois précédentes, il ne compte pas vraiment lui demander son avis. La main de l'héritière reste une question stratégique et les sentiments ne peuvent être finalement qu'un heureux hasard. Passé sa première obsession espagnole, Max a une nouvelle lubie, la Savoie. Messieurs, dames, du Beaufort, du fromage, du saucisson, du reblochon. Mais du calme, rangez votre matériel à raclette parce que la Savoie du début du XVIe siècle est bien différente de celle d'aujourd'hui. Pour commencer, elle est beaucoup plus vaste. Le duché englobe les actuelles Savoie et Haute-Savoie, le comté de Nice, une partie du Piémont italien, le canton de Vaud et de Genève, et enfin la région de la Bresse, donc en gros le département actuel de l'Ain.
Les ducs de Savoie sont donc des gens qui pèsent, et avec les guerres d'Italie qui font rage, ils sont plus courtisés que jamais, car ce sont eux qui gardent le verrou des Alpes. Dans un sens, comme dans l'autre d'ailleurs. Le nouveau duc, justement, est un cœur à prendre. Il s'appelle Philibert le Beau, et Marguerite le connaît en fait déjà. Mais si, souvenez-vous, ils se sont rencontrés à la cour de France à l'époque. Philibert a été élevé là-bas par son oncle, et justement, c'est ce passé français qui rend Max un peu soupçonneux. Il pense que Philibert a un penchant francophile, et espère bien que Marguerite le fera basculer dans le camp anti-français. Le mariage est célébré en 1501. Ça y est, le verre est dans le fruit, Max, content de lui, peut retourner à ses affaires, laissant Marguerite à la manœuvre pour sa 3e union. Et pour la 2e fois dans sa courte vie, la fortune sourit à Marguerite. Son ami d'enfance, compagnon d'infortune à la cour de France, est devenu un vrai beau gosse. Grand sportif, intelligent, cultivé, il fait chavirer le cœur de la jeune princesse. Le jeune couple se retrouve dans leur amour commun d'une vie trépidante, brillante, occupée par les parties de chasse, les tournois, la musique, la lecture et les plaisirs en tout genre. Pour Marguerite, qui a déjà acquis une solide culture et qui se passionne pour les livres, elle trouve en Philibert un époux, sinon savant, du moins assez cultivé pour la ravir. La jeune princesse marche donc dans un conte presque parfait. Le jeune duc de Savoie est un prince adoré par son peuple. Généreux, toujours d'humeur légère et prêt à croquer tous les plaisirs de la vie, il se montre dans toute la vigueur et la majesté que le peuple de Savoie attend de son prince. Dès les premiers instants, les deux époux brûlent d'amour l'un pour l'autre. Malgré le froid glacial qui tombe sur la Bresse début décembre 1501, ils dansent toute la nuit et restent au lit l'un contre l'autre jusqu'au lendemain à midi. Alors oui, c'est sûr, le temps n'est pas aussi clément qu'à Burgos, mais Marguerite s'en fiche. Sa souffrance a disparu et son cœur est inondé de la douce chaleur du bonheur retrouvé. Le couple ducal apprécie tout particulièrement la Bresse et le pays de Vaud, où ils passent le plus clair de leur temps. C'est un territoire nouveau pour Marguerite, mais il semble qu'elle en soit rapidement tombée sous le charme. Tout à son bonheur conjugal, la princesse des Flandres n'en oublie pas pour autant sa mission politique. Maximilien, son père, attend d'elle que le duché de Savoie bascule dans le camp des opposants à la France. Depuis 1493 et la mort de son propre père, Max est d'ailleurs le grand chef de la famille. Il n'est pas officiellement couronné empereur encore, mais il en détient quasiment le pouvoir. Au tournant du XVIe siècle, deux obsessions le travaillent. L'avancée des Français en Italie et l'avancée des Ottomans dans les Balkans. C'est donc un homme occupé, le Max, et il compte bien sur sa fille pour jouer de ses charmes dans l'objectif de renforcer sa propre politique. Enfin, jouer de ses charmes, entendons-nous. Si Marguerite est effectivement charmante, en tout cas d'après ce que disent les chroniques, c'est surtout son esprit qui fait d'elle un agent redoutable. Dès son installation dans le duché de Savoie, elle se met donc au travail. Par chance, Philibert ne s'intéresse pas tellement à la conduite des affaires. Il préfère régner que gouverner et a délégué le gros du travail à son demi-frère, le bâtard de Savoie, un dénommé René. Pendant que Philibert est à la chasse, Marguerite s'ingénie contre le René. En plus d'être particulièrement francophile, le bâtard de Savoie est déjà impopulaire. Cependant, Feu le duc son père l'a légitimé avant sa mort, lui donnant des prétentions sérieuses au trône de Savoie si jamais Philibert venait à mourir. En 1503, Marguerite parvient finalement à ses fins. En révélant la trahison de René qui conspire avec les cantons suisses, elle obtient de son père et de son mari l'annulation de l'acte de légitimation, provoquant la fuite du bâtard en France auprès de Louis XII. La princesse en profite. Au terme du procès de délégitimation, elle récupère une partie des domaines du René qui viennent enrichir son douaire. L'opération est un succès total et il semble bien que Marguerite soit sur le point d'obtenir le retournement de la Savoie
vers l'Alliance impériale. Mais la fortune n'a pas fini de s'acharner sur elle. Quoi ? Encore ? En septembre 1504, elle est avec son mari au château de Pondin. C'est l'une de leurs résidences préférées aux confins du Revermont et de ses forêts pleines de gibier. Ce jour-là, justement, une chasse aux sangliers se prépare. Le bouillant Philibert, toujours prêt à chevaucher, ne peut pas rater l'occasion. Dans la chaleur de l'été indien, il court la bête de toutes ses forces. Encore brûlant de l'exercice, il se désaltère à l'heure du déjeuner à grands coups d'eau fraîche tirée de la rivière. Mais loin d'apaiser le duc, l'eau froide renforce son malaise, au point qu'il ne peut même plus se relever. Son état se dégrade rapidement. On pense aujourd'hui qu'il a pu contracter une pneumonie ou peut-être une pleurésie. Quelle que soit l'affliction, elle a raison du duc en quelques jours seulement. Il décède finalement le 10 septembre 1504 dans les bras de Marguerite. Le monde s'écroule à nouveau autour de la jeune princesse. L'amour de sa vie, celui qui hier encore était un prince jeune, puissant, irradiant de vitalité, n'est déjà plus qu'un souvenir. À seulement 24 ans, c'est la deuxième fois que la mort frappe brutalement la pauvre Marguerite. Pour la deuxième fois, la jeune fille doit à nouveau contempler seule l'immensité du reste de son existence, comme un désert glacé sur lequel le soleil aurait cessé de briller. Pour elle, ce deuil de l'être aimé sera le dernier. À 24 ans, Marguerite va devenir une veuve éternelle. Elle ne connaîtra plus l'amour. Fini la flamme dévorante des sentiments qui étreignent le cœur. Fini la souffrance de se faire arracher son âme sœur. Elle gardera toujours le souvenir de Philibert et exprimera la douleur de son deuil dans un splendide tombeau qu'elle va passer les prochaines années à construire pour son amour perdu. Mais en attendant que sorte de terre cette poésie de Pierre, Marguerite se console en couchant sur le papier les vers qui expriment sa tristesse. Bon, clairement c'est plutôt tristouné comme poésie, on va pas se le cacher, mais écoutez un peu la beauté mélancolique de cette pièce. Amour me rend par mon vouloir sujette, où loyalement je veux aimer sans feinte. Désir me prend, mais j'ai raison parfaite de dans mon cœur enserrée et étreinte. Regret y a aussi mis une empreinte gravée au fond de douleur sans pareille. Espoir me dit et me promet merveille tant que pour l'or je suis de lui contente. Doute répond. Ce n'est point mon entente qu'espoir ainsi hors d'aimer toi me boute. Voilà comment me tiennent sous leur tente amour, désir, regret, espoir et doute. À trop redouter, je me tiens si dolente quand ce malheur usé mes jours me doute. Ainsi me font de tout plaisir exempt, amour, désir, regret, espoir et doute. J'ai le rebours de ce que je souhaite, mais force m'est d'endurer cette étreinte. J'ai converti en joie contrefaite tout le plaisir que de perdre avec crainte. Fortune m'a de proue à peu restreinte, dont nuit et jour j'ai la puce en l'oreille. Quand dormir veut, force m'est que je veille pour plus sentir le mal qui me tourmente. Passé le deuil, Marguerite confine sa souffrance dans ses poèmes. Elle n'est pas femme à se laisser abattre. Elle a essayé l'amour, mais Dieu ne semble pas vouloir la laisser apprécier ce bonheur. Qu'à cela ne tienne, il lui reste un autre don divin à utiliser, plus pérenne celui-là, sa grande intelligence politique. Dès 1504, la mue est presque complète pour Marguerite. Il ne reste plus grand-chose de la princesse amoureuse. Seule demeure une dame de fer qui va désormais prendre toute sa part dans le gouvernement du monde. Mais ça, c'est une histoire que je vous garde pour la deuxième partie de l'épisode. À la prochaine!